Jeudi 18 novembre 2021. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'information L'actualité en débat. L'actualité en débat, ce programme que vous propose votre chaîne de proximité tous les mardis et jeudis à partir de 10h avec rediffusion les mêmes jours à partir de 20h. Jeudi, nous sommes avec les deux doyens. Et là, Tchaboré Bouaïma, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Abbas Issaka, non, le directeur de publication du journal Le Messager, merci Abbas. Et puis Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Les deux journaux, c'est vrai que Abbas n'a pas travaillé cette semaine, mais les deux journaux sont dans les kiosques au prix de 250 francs seulement. Pour les anciens numéros, vous pouvez nous contacter, on vous met en contact avec eux, vous les aurez soit par PDF, soit par version papier. Et bien aujourd'hui, nous parlerons société, nous parlerons Covid et nous parlerons de l'attaque terroriste si tout va bien. Alors, Elhadj, bonjour. Oui, bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je voudrais juste te dire merci de me confondre à chaque fois avec Abbas. Et je crois que... Alors qu'il n'y a pas match. Oui, je ne comprends pas. Ce n'est pas gratuit pour ceux qui le savent, ceux qui savent bien déchiffrer les choses. Je crois que ce n'est pas gratuit. Et quand ça c'est comme ça, ce n'est non plus un lapsus, mais ça voudrait dire ce que ça veut dire. Je pense que il ne veut pas faire les jalouses. Les femmes d'Abbas nous regardent en ce moment, mais qu'elles comprennent que si à chaque fois Anita se permet de confondre Abbas à Tchaboré, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas aller encore. Pardon, pourquoi me livrer hein? Non, je ne te livre pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais de hasard. Parce qu'à chaque fois, tu as toujours confondu. Et tout à l'heure, lorsque tu voudrais dire que c'est vrai que Abbas n'a pas travaillé, tu n'as même pas plus besoin de dire que au moins Tchaboré, lui, il a travaillé. C'est-à-dire que tu t'es focalisé seulement sur Abbas. Je ne suis pas jaloux. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà ce que je voudrais dire encore une fois. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous aurez tout compris. Parce qu'il fallait que j'exprime ce que j'ai sur le cœur. Et c'est comme ça que je suis. Toi-même, tu sais que c'est toi le préféré, donc tu n'as pas de raison d'être jaloux. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectatrices d'abord et aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Dis-leur de ne pas être jalouse. Que c'est juste un lapsus. Bon, c'est l'expression de Tchaboré, il s'est défoulé parce qu'il a dit ce qu'il a dans son cœur et il dit ce qu'il constate. Mais c'est pas grave. En Évier, on dit c'est ce qui est dans les faits. C'est la réalité, ça. Je vous ai dit qu'il n'y a jamais de hasard. Et Fanon. Donc, après, les gens comprendront que moi aussi j'ai poursuivi. Je n'ai pas eu gain de cause. Donc ça m'énerve. Après, je vais calmer ça. Non, par rapport à quoi? On va gérer. Non. Je ne veux pas se dire. Tu sais, Abbas, c'est mon grand frère, c'est mon aîné. Et que là où Abbas met le pied, moi, en tant que petit frère, il ne doit plus mettre les pieds. Donc, j'ai finalement tout dit pour que les téléspectateurs comprennent ce qui se passe. C'est fini. C'est entre voilà, parenthèses. C'est fini. Alors, on va parler société avec le mauvais accueil dans les services publics. Tchaboré, quand vous faites un tour aujourd'hui dans les services étatiques surtout, c'est difficilement qu'on répond à votre bonjour et difficilement on prend en compte vos préoccupations. Pourquoi? Je suis parfaitement d'accord avec vous, Anita, lorsque vous avez fait ce constat et puis vous précisez que c'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a de cela 20 ans, 30 ans, nous n'avions pas vu ça. Et derrière ces 20 ans, 30 ans, si je vais comparer, c'est en ce moment que les gens, certains, estiment que nous étions en période de dictature. Et on ne comprend pas pourquoi. Subitement, il y a eu ce regain d'incivisme au sein de nos administrations publiques. C'est ça qui est très inquiétant. Et je pense que l'autorité, je veux dire l'administration, les autorités publiques ont fait également ce constat. Elles ont fait également ce constat et depuis un certain temps, je crois qu'elles y travaillent. Mais
Le pourquoi, C'est pour juste des revenir, communiqués justement, qu'on sort, pour revenir à votre aucune question, sanction Anita, n'est suivie. le pourquoi, c'est simple. C'est parce qu'il y a dégradation, il y a l'incivisme qui s'est accentué, qui s'est instauré dans nos administrations publiques. Les gens ne savent pas pourquoi ils le font, pourquoi ils vont au boulot. Les gens ne sont plus motivés, justement. Peut-être les causes sont là, hein. Peut-être les causes, le fait que les gens ne soient plus motivés, peut-être que les causes sont là. Mais il faut dire que, est-ce que cela devait être ainsi? Non. Je crois que lorsque vous êtes recruté dans l'administration publique, vous avez une mission vous est donnée. Et cette mission, vous devez l'assumer. C'est pour cela qu'on vous paie. C'est l'administration publique, c'est pour cela qu'on vous paie. Et même dans le privé, celui qui a créé son entreprise et il vous recrute, ce n'est pas pour venir regarder ses beaux yeux. Ce n'est pas pour venir rester dans le bureau et que le soir vous prenez votre sac et vous partez. Nous avons constaté, comme vous l'avez dit, il y a un regain d'incivisme, il y a un regain des comportements qui laissent à désirer. Quand vous allez dans une administration publique où on doit vous accueillir normalement pour que votre dossier puisse passer, pour que vos démarches pour lesquelles vous êtes venus puissent connaître un aboutissement heureux, ce n'est plus le cas. Vous allez voir une secrétaire, vous allez voir le service d'accueil qui ne s'occupe même pas de vous, ou bien le service vous occupe les éléments qui vous reçoivent, ils vous lancent les mots qui surtout sont des mots quand même dégueulasses. Génération Android. Justement, qui sont dégueulasses. Maintenant, voilà, le constat, il est là. La cause, je dis, la cause, elle est multiple. Elle est multiple du fait, je l'ai dit tantôt, qu'il y a de l'incivisme. Et puis, secondo, le fait que je crois qu'il y a un laisser-aller aussi qui s'est instauré au niveau des autorités publiques. Franchement, je le disais tantôt, il y a de cela 20 ans, 30 ans, on ne voyait pas ce genre de choses. C'est vrai qu'on comparait ce genre de choses en ce temps-là comme étant un temps de dictature. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même appuyer sur l'accélérateur et frapper sur le poing sur la table. Pourquoi pas aller contrôler. Il y avait de ces contrôles inopinés. Donc, je pense que l'origine, ou bien ce qu'il y a lieu de faire, peut-être qu'on va en revenir là-dessus, ce qu'il y a lieu de faire, je pense que ça émane directement des autorités sous lesquelles ces personnes alors, sont... vous gardez ça quand on sera dans les approches de structure. Abbas, est-ce à dire que dans la fonction publique, on ne peut pas se lever un matin et vous dire, vous êtes viré, qu'on se croit tout permis? Je précise, la fonction publique. Non, dans la fonction publique, on ne peut pas en même temps dire que vous êtes viré comme ça. C'est pourquoi on se permet certaines choses. Parce que c'est quand on constate que vous avez un comportement un peu compliqué par rapport à l'accueil, peut-être que c'est votre directeur, votre hiérarchie qui va vous appeler parce qu'il y a des sanctions en grade. Soit on passe à un avertissement, et après l'avertissement, si ça continue, c'est le blanc. Et sur la sanction extrême qui est le renvoi. Donc si aujourd'hui on constate ces genres de situations dans les services publics, il faut reconnaître que c'est l'incivisme qui a gagné l'ensemble des sociétés. Parce que vous avez, il y a des gens qui disent, nous voulons travailler. On organise concours, on vous recrute, vous avez des spécialités, vous avez décidé d'être à l'accueil. À l'accueil, c'est que vous avez une formation pour accueillir les gens. Déjà, c'est l'accueil qui satisfait la personne qui est venue dans vos services. S'il n'y a pas ça, et que vous êtes mal accueilli à l'entrée, vous êtes démoralisé complètement. En plus de ce mauvais accueil qu'on vous accorde, quand vous arrivez, vous saluez la personne et elle vous regarde comme si vous êtes venu commander quelque chose à son niveau, alors que c'est un service public, ça frise totalement le moral. Et la manière dont cette secrétaire ou ce secrétaire vous regarde et vous accueille, ça laisse à désirer. Vous êtes venu pour un service, c'est pour cela que vous êtes là, recruté pour rendre service au public et vous êtes payé par le contribuable pour ce service que vous rendez. Pourquoi vous observez ce genre de comportement? Des fois, on peut dire, il y a certains qui soutiennent que c'est parce qu'il y a des relations entre ces secrétaires et les directeurs qui font que, comme on l'a dit tout à l'heure, même elle peut faire tout ce qu'elle veut, on ne peut rien leur faire, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas les sanctionner.
elle se comporte. Et cette situation est venue encore être compliquée par les histoires de WhatsApp que nous avons. Vous arrivez, la personne, vous êtes pressé, vous avez un rendez-vous avec le directeur. C'est en ce moment qu'elle est en train de lire ses messages, elle ne vous regarde, elle ne se lève même pas la tête pour voir si c'est quelqu'un qui est devant vous. Même devant les caisses, si tu arrives à payer une quittance, c'est difficilement que la secrétaire ou bien la caissière soulève sa tête pour te regarder que tu es venu payer, alors que tu es venu payer pour quelque chose. Les timbres et autres que tu veux payer, ou tu as une quittance à acheter, on ne te regarde pas. Donc toutes ces situations-là, je pense qu'il faut que ça se corrige. Chabot l'a dit tout à l'heure, il y a 30 ans de cela, il n'y a pas ce genre de choses. Je ne sais pas si les gens croient que c'est la modernité, nous sommes dans le temps nouveau avec les nouvelles techniques qui a laissé aller. Le travail, c'est le travail. Vous pleurez parce qu'il y a même certaines, même quand vous arrivez, c'est que elles sont en train de tricoter ou se mettre les vernis, se taillent les ongles, se rongent les ongles, tout ça là. Dans le bureau, dans un service public. Dans un service public, tout comme si on était... Les clients sont assis. Et vraiment, c'est compliqué, quoi. Donc, moi, je voudrais ajouter quelque chose. Chabot, Anita, ce que je voudrais ajouter, je dis, c'est vrai, nous étions en train de chercher les origines, les causes de ce mal et qui gangrène nos administrations publiques. Je pense qu'il faut aussi voir au niveau de ceux-là qui dirigent ces administrations publiques. Parce que la plupart du temps, il y a certains qui le disent que ça dépend du comportement affiché de ces premiers dirigeants de ces services d'administration publique. Et c'est ça qui impute ou bien qui est directement légué au niveau des subordonnés. Au niveau des subordonnés. Si le premier responsable fait du sérieux, il sait ce pourquoi il est là, il met des garde-fous, il prend les dispositions pour dire que voilà, nous sommes là ici, c'est pour travailler, c'est pour rendre un service public et également il assume, je pense qu'au niveau de ses subordonnés, les règles vont être également respectées. J'ai assisté à une scène dans une mairie au niveau de la préfecture du Golfe, je ne vais pas citer cette mairie, j'étais assis. J'étais allé avec quelqu'un, j'étais assis et il y a les éléments, vous avez vu comment ils sont installés, les fonctionnaires de la mairie, ils sont devant leur bureau et j'ai constaté qu'il y a leur supérieur qui est sorti de la salle pour donner des instructions. Il demande et il donne des instructions et subitement, j'ai constaté que le subordonné, les éléments qui étaient là, ils ont commencé par répondre et la manière dont ils répondaient, tu constates qu'il y a une petite tension entre lui et son supérieur. Moi, ça m'a un peu choqué. Lorsque nous avons quitté les lieux, celui avec qui j'étais m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai dit, voilà, bon, j'ai fait le même constat, mais c'est un peu choquant. Dans un service public, soit vous êtes venu pour ça, ou bien vous n'êtes pas venu pour ça. Et les règles sont là, les lois sont là. Il faudrait que les premiers responsables qui sont en charge de ce service public puissent se lever, mettre les points sur les i et éviter que cela soit ici. Parce que quand vous faites ça, ça rejaillit négativement sur le service public. Et aujourd'hui, le constat est là. Le constat est fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, récemment, le CEVOT a organisé un séminaire au cours duquel ils ont eu à déballer tout. Ils ont dénoncé le comportement de certains de leurs confrères qui n'hésitent pas à afficher des comportements de nature à démoraliser les patients qui viennent à eux. Ils l'ont dénoncé. Ça veut dire que le constat, il est là. Les faits sont réels. On n'invente rien. Est-ce qu'on va toujours dénoncer? On va continuer toujours pas dénoncer sans rien faire? Oui, la dénonciation, elle est bonne. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il va falloir que les gens prennent des dispositions pour sanctionner. Et qui va prendre les décisions pour sanctionner? C'est l'autorité publique. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'autorité publique. C'est pourquoi, au-delà de tout, c'est vrai qu'il y a certains qui tendent quand même à critiquer le comportement de certains ministres lorsqu'ils se lèvent pour prendre des dispositions. Il faut ramener de l'ordre. Il faut ramener de l'ordre au sein de nos administrations publiques. Et ces ministres qui prennent des sanctions à travers les textes qui sont à leur disposition, moi je pense que c'est de bonne guerre et c'est la bienvenue. Il faudrait que les gens comprennent qu'on ne s'amuse pas avec le service public.
Parce que tu l'as dit tantôt, Anita, les gens s'estiment, ils ont le numéro matricule déjà, on ne peut rien leur faire, quel que soit les cas, ils iront toucher leur solde à la fin du mois. Mais c'est dégueulasse, vous ne demandez pas service, mais vous attendez de toucher votre solde. C'est ça. Moi, je pense que l'autorité publique doit se lever pour taper le poing sur la tête. C'est vrai que depuis un certain temps, il y a un travail qui se fait, mais je pense que les sanctions ne viennent pas. C'est ça. Et c'est en cela, moi, je dis, la méthode qu'aujourd'hui, que prennent certains ministres, moi, je pense qu'elle est la meilleure pour amener les gens à la raison. Alors, Abbas, nous sommes dans des approches de solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour stopper ce phénomène? Parce que le phénomène, il est là. Hein. Ouais, les phénomènes là, est-ce que les autorités vont faire quelque chose? C'est la conscience au travail, c'est la conscientisation. Vous êtes recruté pour faire un travail. Quand les gens sont là et disent qu'il y a chômage, on organise concours, vous êtes là, vous recrutez. Maintenant, vous arrivez, vous avez vu le travail, vous dites que vous commencez par informer la mine que le travail est dur. Si c'est dur, la démissionner pour que les autres prennent. Travailler n'a jamais été facile. Travailler n'a jamais été facile, mais on le cherche, c'est qu'on travaille au bout du compte s'il y a un salaire. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de travail. Donc c'est pour cela qu'on vous a recruté. Là, la faites consciencieusement votre travail pour lequel vous êtes là. D'abord, pour les solutions, c'est que ça dépend de la personne elle-même. Ça doit provenir d'elle-même. Je suis là pour servir. Je suis qu'un homme serviteur et je dois faire un bon accueil au lieu de réserver un mauvais accueil. C'est ce qui est arrivé au niveau de l'hôpital où le mauvais accueil a amené à des gens, a amené des problèmes. Des gens sont décédés lors des accouchements. Donc, aujourd'hui, le problème est général. Tout le monde le connaît. Il faut conscientiser les choses et voir les relations. Est-ce qu'il n'y a pas de relation entre la hiérarchie et ses secrétaires, surtout femmes, qui sont là, qui se croient tout permis? S'il n'y a pas de relation là-bas, là, c'est des descentes inopinées. Je ne sais pas si on fait ça maintenant depuis quelque temps. Il n'y a pas eu de descente inopinée. Et puis le manque, l'absentéisme, tout ça là, on constate ça. Mais ils viennent le matin signer le cahier et puis ça va disparaître. Souvent même, la secrétaire qui est chargée de rester pour l'accueil, vous arrivez, elle vous décourage. Le directeur est là, elle dit le directeur n'est pas là, alors que vous avez rendez-vous avec le directeur qui vous a appelé, que non, le directeur n'est pas là. Or, c'est pour un dossier à signer très urgemment, et elle dit le directeur n'est pas là. Et lorsque tu sors pour faire un coup de fil, le directeur dit ah, vous êtes arrivé, donc quand on va s'entrer, on m'a dit que vous n'êtes pas là. Donc tout ceci là, ça ne donne pas une bonne mine pour un service public pour lequel vous êtes recruté. Donc que les gens soient conscients du travail pour lequel ils sont venus faire. On ne vous force pas. Ce n'est pas de l'esclavage, on ne vous a pas forcé. C'est vous-même qui êtes parti volontairement. Et vous êtes allé, vous dites que je vais travailler pour servir le peuple. Si vous êtes décidé à le faire, faites-le de la façon consciente pour que vous ne créez pas de problèmes aux autres et que vous ne créez pas de problèmes aussi à votre service. C'est la seule chose que moi je peux dire, c'est la conscientisation au travail. Et puis je ne sais pas s'il faut former aussi ces secrétaires. J'ai vu qu'entre-temps, on avait organisé des séminaires de formation pour les secrétaires des administrations publiques. Donc c'est pour leur parler de ce problème d'accueil, parce que le truc est là. On sait que ça se passe dans les services publics. Non, enfin, ce n'est pas une seule fois qu'on l'a fait même. Il y a plusieurs fois les séminaires de ce genre ont été organisés, que ce soit par l'État ou par les partenaires. Beaucoup. C'est ce que Abbas dit. Attends, beaucoup, c'est vrai que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Les séminaires ont été organisés. Mais qu'est-ce que les gens font des résultats de ces séminaires? Ils vont à ces séminaires ou bien elles vont à ces séminaires pour suivre. Justement, qu'est-ce que les gens font des résultats de ce qui leur a été inculqué au cours de ces ateliers? La question reste posée. Et puis l'autre point de manche aussi, il faut le dire, de nos jours, je ne sais pas si c'est l'absence du civisme dont nous parlons. De nos jours, les gens viennent dans le service, que ce soit public ou privé, justement, c'est pour chercher de l'argent. Ils se disent que je viens, à la fin du mois, on va me payer. Ils ne viennent pas pour rendre service. Mais dans le pays, il y a des choses, quand vous le faites, vous êtes viré. Oui, justement.
Il y a des gens qui ont pris leur sacerdoce, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des gens où le métier est estimé comme étant un sacerdoce, mais les gens outrepassent, ils s'en foutent pas mal. C'est ça qui est un peu dommage. Et il va falloir que nous revenons aux fondamentaux. Nous revenons aux fondamentaux. Je disais tantôt, il y a 30 ans de cela, on ne le voyait pas. Il faut une dictature dans la démocratie. Dans ce genre de choses, lorsque vous constatez, il faudrait quand même qu'on mette une dictature. Ce n'est pas une dictature négative, mais c'est une dictature positive. Il y a 30 ans, c'était un militaire. Justement. On ne peut pas se permettre certaines choses. Oui, je suis d'accord aujourd'hui que l'État a desserré un peu le taux par rapport aux libertés, mais il faut également la responsabilité. Il faut quand même que la responsabilité puisse prendre le pas. Je ne peux pas être recruté pour un service public et que je vienne, je croise les bras pour être assis et attendre qu'à la fin du mois, je puisse aller prendre mon... C'est de la tricherie. La personne triche l'État et la personne vous triche parce que c'est la personne triche parce que c'est comme nos impôts qu'on prend pour leur payer. C'est notre contribution qu'on prend pour payer à la personne. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, il faudrait qu'on dénonce même, pour que l'État payer ses impôts. En temps, j'étais allé pour payer. Elle est là, elle a déposé l'argent. Il n'y a pas de monnaie. Justement, et puis elle est là, elle tourne le dos. Vous voyez, fait pratiquement 10 minutes. Je voilà. dis, madame, je fais comment? Elle me dit, allez chercher la monnaie. La monnaie est revenue. Il y a, je dirais, il y a mais au niveau des services, pour payer. Pour payer. Et au niveau du service, il y a une organisation qui est là. Je pense que les premiers responsables doivent revoir cet état de fait. Voir comment s'organiser et ne serait-ce qu'à chaque fois avoir des rapports sur le comportement au niveau de chaque département, au niveau de chaque responsable départemental, ce qui va leur permettre de prendre des dispositions par rapport aux éléments qui ne se comportent pas bien dans ces services publics. Ce sont des apports de solutions que nous sommes en train de proposer au gouvernement. Et certainement, les membres nous suivent en ce moment. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut revenir aux fondamentaux. Les séminaires, c'est vrai, continuez quand même par former les gens parce que la meilleure pédagogie, c'est la répétition, mais également mettre le bâton à côté et frapper lorsqu'il s'agit de frapper. Parce que ça va servir d'exemple pour d'éventuelles candidatures et pour d'éventuelles personnes également qui vont se comporter de la sorte. On ne sanctionne pas, il y a un laisser-aller. Il faut également accuser les premiers responsables également. Il y a un laisser-aller. Lorsqu'on ne frappe pas le poing sur la table, je pense que les gens pensent que alors l'autre a fait. Et si moi on ne l'a rien dit. Si moi j'en fais, ça veut dire que j'estime que moi aussi on ne me dira rien. C'est vrai, et ça doit commencer par le haut. Il faut que les premiers responsables frappent le poing sur la table. Aujourd'hui, il y a un département qui a donné l'exemple. Moi je pense qu'il faut suivre cet exemple, frapper le poing sur la table et ramener les gens à la conscience. D'organiser des concours. Il faudrait que ceux-là qui sont recrutés se mettent au service du public. Soit vous êtes venu pour le travail, vous n'êtes pas venu tout le travail. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est partout. Hein. Aujourd'hui, vous êtes en train de passer sur la route. Le policier qui est là en train de réguler la route, et il laisse la régulation de la route et puis il est là, il est en train de, avec son téléphone WhatsApp, il est en train de... Et puis vous ne savez pas, parfois ça cause des accidents. Parce que les engins et autres ne savent pas qui doit passer et laisser qui. À ceux-là de passer. Voilà. À son téléphone. Justement, il faut quand même que les premiers responsables, le gouvernement en première position, prennent des dispositions pour ramener le service public. Aujourd'hui, c'est parti. Les gens ne le font plus au fond de leur conscience. Les gens ont mis les responsabilités à côté et ils sont là, ils ne veulent plus rendre service pour lequel ils ont été recrutés. Et je pense que c'est la sanction qui peut résoudre le problème. Alors, Abbas, un mot avant qu'on passe par rapport à ce qu'on est en train de dire, est-ce que vous allez voir ça dans les services privés? Celui qui est dans le service très rare. Ça va. Ça n'existe pas d'ailleurs. J'ai assisté à une scène la dernière fois. J'étais avec une étrangère. Elle n'était pas togolaise. Elle n'est pas togolaise, excusez-moi. Quand on est sorti, elle dit ça ne peut pas se passer chez nous. C'est au Togo que je vois des choses comme ça. J'ai eu un peu mal. Oui, tu vas avoir mal. Pas, pourtant, il y a de cela 30 ans, je le dis, j'insiste, il y a de cela 30 ans, ce qu'elle a dit là, elle aurait dit le contraire. Elle allait dire le contraire. Parce que dans un service public, c'est pour un bon rendement. Moi, je te recrute, tu viens dans mon entreprise, je sais que tu vas faire un bon accueil. Si les gens viennent me rendre compte, me faire le compte rendu, le rapport que ta secrétaire là, il y a un problème. Nous venons là, c'est un mauvais accueil qu'elle nous réserve. Je viens, je la mets
déjà à la porte, parce que je ne suis pas là Ça veut pour faire dire, la politique je de mon sais salaire. que vous êtes strict, très strict. La politique de rendement, là, j'étais recruté pour un bon rendement. Moi, je suis dans le privé. Et c'est à partir des publicités que vous avez votre salaire. Et à partir de ce que nous gagnons par rapport à ton accueil, que j'arrive à te donner ton salaire. Mais si tu te permets de renvoyer même ma clientèle, c'est grave. C'est grave. Il y a des voies de suggestion même que les gens, au niveau des services publics, qu'on a laissé. Je ne sais pas ce qu'on en fait avec. Les gens ne lisent pas. Il y a certaines boîtes même qui sont envahies par la poussière. Depuis des années, on ne sait pas ce qu'on met dans les boîtes. Dedans même. Donc on ne lit pas. Mais par rapport aussi à certaines mesures qu'on prend, je pense que nous avons ici la possibilité de prendre beaucoup de mesures au niveau des services publics, mais qui ne sont pas suivies d'effet. Entre-temps, par rapport aux policiers qui régulent la circulation dans les carrefours, il y avait une mesure qui avait été prise interdisant. C'est ce que j'ai dit que ça n'est pas appliqué. Interdisant les forces de sécurité là. Utiliser le portable au lieu de service. Au lieu de service. Ben, quand ils arrivent, ils sont assis sur leur moto, ils le font. C'est sur la moto et ils voient même les gens. Mais pas sur la moto, je ne coupe pas la parole là-bas. Ceux-là même qui sont debout, sur la route, en train de réguler, au même moment, il y a un bras qui fait ceci et l'autre bras tient le portable. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Oui. Mais à un moment donné même, le monsieur, il laisse même la régulation et il regarde son portable. Et c'est là-bas que le drame peut survenir à tout moment parce que les gens ne savent pas qui doit passer et qui doit s'arrêter. Voilà le problème. Donc il faudrait corriger tout ça là, surtout au niveau des services publics. C'est pour ça qu'on appelle les gens à conscience. À la responsabilité. Le ministre de la Sécurité ne peut pas quitter dans son bureau pour venir suivre les gens. Non. Parce que les instructions sont données. C'est pour cela qu'on a recruté. C'est pour cela qu'on vous a recruté. Mais c'est un peu dommage. Faites le travail. C'est un peu dommage que les gens viennent seulement, ils attendent, ils estiment. C'est comme si les gens ont fait erreur. Mais il faudrait que par moment les ministres fassent des descentes. Non, le ministre, il n'y a que lui descend. Attends, il descend, il le fait. Il y a des moments où il va vous faire des confidences. Il y a des moments où le gars, il prend même des voitures banalisées. Il est dedans. Vous ne savez pas, il est dedans, il circule. Et subitement, vous allez le voir, il commence par taper les pas. Moi, j'ai une anecdote. Il avait pris une voiture banalisée en train d'aller. Personne ne savait qu'il était là, dans cette voiture. Et à une distance, il y a le policier qui avait arrêté un taximan. Je ne sais pas ce que le taximan fait. Au même moment, il est allé. Le policier a pris de l'argent. Ça, je vous le dis, le policier a pris de l'argent. Juste, le ministre était assis derrière sa voiture banalisée. Il a fait la remarque. Il s'est déplacé tout petit peu. Il a envoyé. On a appelé la personne. Le policier qui était là était venu. Il a tapé, il dit d'appeler l'autre. Il a dit de lui remettre son argent. Ça, je vous dis, c'est un fait qui est réel. Et ça s'est passé. Il a dit, allez-y, remettez-lui son argent rapidement. Donc voilà, c'est des gestes qu'il faut faire. Ça, moi, j'ai apprécié cette démarche. Et je pense que les autres ministres aussi doivent quand même suivre les pas. Aujourd'hui, je dis, il y a un ministre qui prend des sanctions. On peut le juger n'importe comment. Moi, je pense que si on continue de cette manière, dans les autres départements, l'ordre pourra revenir. Alors, nous allons parler Covid. Depuis lundi, la nouvelle est tombée. Il faut désormais présenter son passe vaccinal ou un test PCR négatif datant d'au moins 72 heures avant d'avoir accès au lieu de culte. Abbas, c'est finalement un acharnement contre le lieu de culte. Bon, on dit hausse des taux, il faut fermer les églises. On dit qu'il faut prévenir que le taux de contamination augmente. Il faut présenter un test PCR négatif ou présenter son passe vaccinal. Où sont les lieux de culte? Oui, les lieux de culte, je ne sais pas si les décisions sont prises unilatéralement ou bien c'est avec de concert avec les chefs religieux. Parce que selon les informations, il y a eu des séances de travail avec les chefs religieux. Et que cette décision, quand ça sort comme ça, là, ça fait mal à la population et c'est après que les chefs religieux même réagissent parce que c'est comme un ballon qu'on lance dans le public et voir la réaction des gens. Finalement, vous avez vu que cette décision, ce n'est pas un acharnement contre les lieux de culte, mais c'est pour le bien de nous tous.
Parce que vous voyez, quand vous arrivez dans les églises, c'est bien, dans les lieux de culte, c'est bien disposé. Il y a le système de lavage, de lave-mains qui est là, la distanciation sociale est respectée, puis le port de masque, ça est là. Mais c'est que souvent, c'est à la sortie. C'est à la sortie que les gens s'embrassent, ils se saluent, se donnent font des accolades et autres là. C'est tellement que c'est par rapport à là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les fêtes de fin d'année. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est l'engouement. Et souvent, des gens viennent aussi des autres pays pour venir fêter avec leurs parents. Il faut aller à l'église faire les prières et tout ça là. Au moins cette année, il y a eu ces dispositions et ces mesures qui sont prises. Il y a 2 ans, bien 1 an, on a pu faire de façon comme ça là. On a pu autoriser les églises à faire les messes chrétiennes là, qu'on fait minuit chrétien et autres là. Et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Maintenant, on dit qu'il faut être soumis au pass sanitaire et présenter son test PCR. Bon, c'est là, j'ai dit, ils ont écrit les religieux. Surtout, la CET a écrit au ministre pour voir cette position. Bon, je me dis aussi que je suis de leur avis parce qu'il faudrait, si on parle de test PCR, c'est de l'argent que la personne paie. J'ai dit que peut-être c'est pour obliger les gens à aller se faire vacciner. Au même moment, l'OMS soutient que le vaccin n'est pas obligatoire. Même ici au Togo, on a dit que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Seulement que aujourd'hui, il y a la commande qui arrive. Beaucoup de doses sont arrivées. Et il ne faut pas que ça soit périmé pour qu'on les jette, selon les ministres, le Premier ministre. Donc, le problème qui s'offre, il y a 2 aspects qui sont levés. Le premier aspect, c'est peut-être pour dire sauvegarder les gens par rapport à l'augmentation des nouveaux cas. Et le deuxième aspect, c'est par rapport aux soins et aux vaccinations, que les gens aillent se vacciner. Mais moi, j'ai dit que depuis quelque temps, comme on a dit, ce qui protège le plus et le mieux, c'est le respect des mesures barrières qu'on nous a éditées. S'ils peuvent s'arrêter à ça, parce que dans ces genres de choses, lorsqu'on a dit il faut présenter un test PCR ou le pass vaccinal, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le pass vaccinal ou le test PCR. Récemment, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la demande du gouvernement par rapport à cette inclusion ou exclusion qui devait être faite sur les lieux de vaccination. Mais la Cour constitutionnelle a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'exclusion, que la loi soit générale. Et ça a été fait. Mais il y a eu des exceptions qui ont été posées. Les exceptions, c'est qu'il y a des personnes invalides qui ne peuvent pas faire la vaccination pour problème de santé. Donc, on peut exiger de ces personnes amener une dispense. Ou soit, venez, tout le monde n'a qu'à respecter les mesures barrières. Là, ça se comprendrait, mais aller dire que au niveau de toutes les églises, l'ouverture, ce n'est même pas toutes les églises, mais les lieux de culte, il y a les mosquées également, et puis tout ça, soumettre tout le monde au pass vaccinal. Je pense que c'est trop un peu compliqué, ça sera compliqué. J'espère que et la CET et le gouvernement finiront par s'entendre sur un point. Parce qu'on est en train d'assister à des choses, ça descend, ça diminue. On sait que tout le monde veut qu'on revienne à la vie normale. Si tout le gouvernement veut qu'on revienne à la vie normale, mais il ne faut pas amener trop de contraintes pour que ça devienne encore un autre problème. Alors, Tchabouré. Bon, moi j'ai comme l'impression que le gouvernement... Non, oui, je commence par rire. Je pose la question d'abord. Je commence par rire parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement, il vous donne le cadeau par la main droite et puis bon, il essaie par la main gauche de le retirer. De le retirer. C'est vrai. Moi je pense qu'il n'y avait pas de polémique là-dessus par rapport à la disposition qui a été prise. Et puis moi je ne vois pas quand même l'utilité de la lettre que la CET a publié. La CET pouvait le faire de façon discrète pour entreprendre une démarche et voir le ministre. Peut-être c'est de nos comportements
nos comportements qui ont laissé que la secte, en voulant la transparence, en voulant que les fidèles sachent qu'elle est en train de... Jusqu'à la fin de la lettre, justement, elle a appelé les fidèles à la sérénité. À la sérénité. Bon, elle n'avait pas besoin de le faire, mais elle pouvait quand même entreprendre les démarches pour voir par rapport à ce qui a été dit. Surtout par rapport au texte PCR qui est négatif. Alors, si les gens décident d'aller à l'église, il faudra dire que tous les dimanches, ou bien tous les jours, que les gens iront à l'église, 3 jours après, il faut aller faire le test PCR, avec tout ce que cela coûte. La question reste posée. Il faudrait qu'on fasse attention. Si vous ne voulez pas dépenser, alors vous allez faire vacciner. Vous allez faire la vaccination. En fait, c'est une manière d'obliger les gens à aller se faire vacciner. C'est pourquoi je suis rien entre-temps. Il faut que les gens comprennent que le gouvernement, c'est vrai, les tests le disent, la vaccination n'est pas obligatoire, mais le gouvernement voudrait passer par ce genre de trucs pour amener les gens à se faire vacciner. Mais je dis une chose, c'est quand même un peu trop par rapport surtout au test PCR. Comme je l'ai dit tantôt, les gens ne peuvent pas à chaque instant, lorsqu'il faut aller à l'église, aller faire un test PCR avec tout ce que cela coûte. Mais il y a une remarque, il y a un constat qui est fait. Et je pense qu'il faudrait tenir compte de ce constat. Quand vous allez par exemple à l'église ou soit dans les mosquées, vous allez voir que dans certains coins, il y a les dispositions qui ont été prises. À l'intérieur de l'église, au niveau des mosquées, il y a des dispositions qui sont été prises pour que la distanciation soit respectée, pour que l'utilisation du gel soit effective également. Les gens, avant d'intégrer la mosquée, il y a des gens qui sont là, la police qui est là, la police organisationnelle au niveau de la structure elle-même qui est là et qui vous donne le gel et qui vérifie si vous avez un cache-nez. Il y a d'autres personnes qui sont à l'intérieur de l'église ou bien à l'intérieur de la mosquée pour voir si les distanciations sont respectées. Alors, si on pouvait s'en tenir à ça et faire en sorte que la force qui a été mise en place puisse quand même passer et contrôler, faire des contrôles, je pense que ça pouvait encore être très bon. C'est vrai, il faut comprendre le gouvernement. Nous sommes en période de fin d'année. Et que la plupart du temps, vous vous rappelez l'année dernière, lorsque nous sortons des fêtes de fin d'année, vous comprenez que la contamination grimpe. Aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Depuis 2 semaines, 3 semaines, on a vu qu'à peine c'est 9 cas, à peine c'est 3 cas, 4 cas, 9 cas, 10 cas. Ça, c'est une bonne chose. Peut-être nous avons été également favorisés par la nature, parce que depuis un certain temps, la chaleur a fait son apparition. Nous avons été peut-être... Mais le comportement, il faudrait s'en féliciter. Les Togolais se sont bien comportés. Quand bien il y a les brebis galeuses qui sont là, les Togolais sont bien comportés. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire, mais je pense que c'est... Lorsqu'il y a une discussion, on peut quand même s'en sortir, parce qu'on le fait pour notre propre bien. Donc moi, je pense que l'Église catholique, bon, peut-être là où j'ai déploré, c'est le fait d'avoir rendu public la lettre. L'Église catholique pouvait décider de façon très discrète et puis faire sa démarche, demander au ministre quand même par rapport à ce qui a été dit. Et voilà ce que nous pensons, pour que on puisse continuer par respecter et puisse continuer par combattre cette pandémie. Bon, la lettre a été déjà rendue, le fait déjà là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que le ministre va écouter la CETS pour pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire et permettre à tout le monde, puisque les activités ont repris. Moi, mon inquiétude se trouve à un niveau. Depuis là, nous crions, mais on a comme l'impression qu'il y a les sourds-oreilles. C'est au niveau des marchés publics. Justement, au niveau des marchés publics, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas une seule fois, lorsque nous abordons le problème de cette Covid, nous ne voyons pas dans les marchés publics les dispositions qui ont été prises pour que les gens... Et vous voyez comment le monde s'agglutine dans les marchés publics. C'est là... À partir du 20 décembre, par exemple, vous verrez le monde dans les marchés. Et justement, c'est là-bas qu'il faut accentuer. Et on espère que le ministre de l'Administration territoriale serait en train... On espère que le ministre de l'Administration va travailler avec les maires et autres qui sont là pour pouvoir prendre des dispositions et éviter que, à la sortie de ces fêtes, qu'on puisse connaître ce qu'on a connu l'année passée. Alors, Abbas, entre les églises ou bien entre les lieux de culte et les marchés, à quel endroit faut-il prendre cette décision? Bon, je pense qu'il faut faire respecter les mesures barrières. Les 3 mesures barrières édictées, c'est mieux que de dire ceci, parce que quel que soit le cas, on nous dit que la vaccination, même si tu as pris ça, c'est à 80%, c'est que tu ne feras pas la forme grave.
Mais tu prends ça, c'est que tu dois aussi respecter les mesures barrières. Et dans les marchés, dès le départ, il y avait ça, on avait dit. Il y a certains marchés qui arrivent, il y a des robinets même qui sont fabriqués, où les gens se lavent les mains, après il y a le gel, ils rentrent. Mais cette fois-ci, tout a été délaissé. On ne comprend pas pourquoi on a laissé au niveau des marchés, il n'y a même plus de surveillance. Et des fois, c'est les maires qui descendent inopinément, ils envoient les agents. En tant qu'il y avait aussi ce qu'on appelle la police aux ZAP qui allait vérifier. Et quand les femmes voient la FOSAP entrer dans le marché, elles se mettent ça sur mettre leur cachiné, quoi. Leur cachiné. Mais déjà, quand la police tourne le dos, elle enlève ça. Il n'y a plus rien. Donc, on a laissé complètement les marchés. Or, nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Déjà, à la fin de ce mois, à partir du 25 novembre, vous allez voir comment les marchés seront animés. Il y aura des étrangers qui vont venir du Ghana, du Bénin, pour s'approvisionner au Togo. Et tout ça là, au Ghana, ce qui se passe au Ghana, c'est que quand vous arrivez au Ghana, on se moque de vous que vous avez le cachiné. Au Bénin, c'est la même chose. Au Burkina aussi, c'est la même chose. Ils ont ouvert les frontières. C'est vrai qu'avec un test PCR négatif et puis le pass vaccinal. Donc le problème qui se pose actuellement, je dis, il ne faut pas trop faire de contraintes au niveau des lieux de culte. Chabot l'a dit tout à l'heure, quand vous rentrez dans certaines mosquées qui se respectent, chacun vient avec son tapis. Et quand vous arrivez dans la mosquée avec votre tapis, c'est que il y a une croix qu'on a mis ici, vous ne pouvez pas mettre votre tapis là-bas. Vous allez de l'autre côté, quelqu'un vient là, il va à la croix, il ne peut pas mettre son tapis là-bas. Mais avant de rentrer, il y a le lave-main, vous allez vous laver la main. Il y a des jeunes qui sont là, ils vous mettent le gel et contrôlent si vous n'avez pas de cache-nez, on vous dit de sortir. L'imam même dit que nous devons respecter les mesures barrières dans son prêche. Et que ce qui a dit, là on a mis les croix là, que personne ne reste là-bas. J'étais dans une mosquée, c'était comme ça, strict. Aujourd'hui, si on s'en tient à ça, on ne peut pas mettre trop de contraintes au niveau des choses. Je suis d'accord avec le gouvernement qu'il faut faire de telle sorte que, actuellement, nous avons plus de 3 millions et quelques de doses qu'il faut évacuer et atteindre l'immunité collective. Et cette immunité collective va nous permettre de rentrer dans une vie nouvelle, de reprendre normalement nos activités. Ça, c'est d'accord. Mais quand on va dire que, conditionner, comme Chabot l'a dit, qu'on donne de la main droite, on retire de la main gauche, c'est vérifié. Parce qu'on dit on a ouvert, mais on a ouvert sous condition. Sous condition, c'est pas tout le monde. Il y a souvent, c'est les enfants, les familles vont dans les églises avec les enfants de moins de 16 ans, les enfants de 5 ans. Ces enfants ne sont pas vaccinables. Donc on va leur dire de montrer aussi leur histoire de... Alors qu'ils sont là, ils ont leur cachiné là et autres là. Donc que le gouvernement et les évêques discutent pour trouver un terrain d'entente pour ne pas créer d'autres problèmes. Parce que moi je dis, quand il y a ça, il y a de la frustration quelque part. Et les gens disent que c'est un acharnement, comme tu l'as dit tout à l'heure, contre certaines choses. C'est pour cela que le gouvernement lui-même a interdit les messes de nuit. C'est seulement autorisé pour la journée. Les messes de nuit, personne n'arrive à contrôler. Mais pour la journée, on peut contrôler. Et quand on dit de contrôler même les passes vaccinales, je me demande comment ça va se faire. Il y a plusieurs églises. Est-ce que c'est le gouvernement qui va le faire, qui va envoyer des agents au niveau des églises? C'est le gouvernement qui a sorti la nôtre. Ils vont recruter des agents. Certainement, ils veulent s'appuyer sur les maires, les autres. Bon, certainement, ils vont s'appuyer sur mais ça, c'est un peu contraignant. C'est contraignant parce qu'il y a un temps, quand on avait dit d'ouvrir, on avait les églises, il y avait un maire qui rentrait même dans l'église, en pleine église, il se met du bordel, ça ne se passe pas. Mais en tout et pour tout, et Abbas, je ne te coupe pas la parole. Je crois qu'en tout et pour tout, il faudrait comprendre une chose. Le gouvernement, en voulant quand même prendre cette décision, ou bien en décidant de prendre une telle décision, veut en réalité le bien de la population. Ça, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Et se dire, nous, en tant que nous, notre santé dépend de nous. Aujourd'hui, la Covid est venue.
tout le monde a vu les péripéties, ce que ça a donné. On a vu que c'est une maladie qui tue. Alors là, nous devons commencer premièrement par nous préoccuper nous-mêmes de notre santé. Donc, au-delà de tout, nous disons que tout doit commencer par nous. Ah, parce que tout à l'heure, respectons les mesures barrières, lavez les mains, portons notre cache-nez avec le gel sur le faux et prenons la distanciation. Et avec ça, je pense qu'on va réduire considérablement la propagation de cette maladie. Mais mettons-nous dans la tête que le gouvernement ne veut pas du mal à la population. Lorsque le gouvernement demande aux gens, il prend telle ou telle disposition. Le gouvernement peut certainement faire des erreurs, mais c'est encore discutable. Disons-nous, notre gouvernement, nos autorités sont là pour nous. C'est leur rôle régalien de nous protéger, de faire en sorte qu'on ne soit pas contaminé. Mais je dis, le gouvernement peut faire des erreurs dans leur prise de décision et ces erreurs peuvent être discutables. Alors, je reste avec vous, Tchabouré, pour la revue de titre, le Mania Libéré, qui titre Attaque terroriste dans le Pendjab, ce qui a fait la différence. Oui, ce n'est pas le Mania Libéré qui a titré le messager. Voilà. C'est quoi cette histoire non, je dis il n'y a rien de hasard. Après, on va en discuter. Oui, ce qui a fait la différence, je pense que ce titre est révélateur. Ce qui a fait la différence par rapport à ce qui est arrivé. Vous vous rappelez que dans la nuit du 9 au 10 novembre, il y a eu certains éléments incontrôlés, les djihadistes qui ont tenté d'infiltrer la préfecture de Pandjal pour pouvoir s'attaquer à la population. Heureusement, la vigilance de nos forces de sécurité et nos FDS ont permis quand même de repousser ces djihadistes et nous avons même appris que dans leur retranchement, on pouvait voir les gouttes de sang. Ça veut dire que les FDS ont fait valablement le boulot. Ce qui a fait la différence, c'est quoi? Vous vous rappelez que depuis un certain temps, il y a une réforme de l'armée qui a été instaurée. Le chef de l'État, étant le chef du service des armées, a décidé de la refondation de l'armée et il y a eu, dans chaque région, on a eu à installer une structure chargée de veiller à la sécurité de la population. De deux, il y a notre armée qui a été formée. Ça a été redoublé dans le cadre de la formation et dans le cadre de la restructuration. Voilà un peu ce qui a fait la différence. Comme je le disais l'autre fois, je pense qu'il faut dévancer les événements et non courir après les événements. Et le Togo, les premières autorités, il me semble, ont vu très tôt le danger. Et cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Le fait de répartir et de subdiviser le pays en régions par rapport aux structures sécuritaires qu'il faut mettre en place. Donc nous avions déjà vu. Disons-nous, s'il n'y avait pas eu cette prise de décision en amont, depuis 2 ans, comment on allait faire? Ça dit que les djihadistes devaient rentrer avant que les éléments ne puissent se rendre compte. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis en amont. C'est aujourd'hui, il faut féliciter le gouvernement pour ça, et en premier le chef de l'État qui a eu l'idée, qui a eu cette vision de pouvoir se préparer en ayant dans la tête que ça peut arriver, parce qu'il n'y a pas de risque zéro avec ces djihadistes. Donc lorsque vous lisez mon article, vous allez comprendre que j'ai relevé un certain nombre d'éléments par rapport aux décisions, par rapport aux structures qui ont été prises aussi bien par le ministère de la Sécurité, le ministère en charge avec tous ces départements, avec la police, la gendarmerie, tout ce qui a été mis en place sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir avoir l'information en temps réel et les dispositions qu'il faut mettre pour pouvoir dégager ou bien mettre hors d'état de nuire ces djihadistes. N'oubliez pas, il y a une structure également qui a été mise en place pour travailler et lutter contre le djihadisme et le terrorisme. Le terrorisme. Et cette structure, elle est rattachée au ministère de la Sécurité, qui travaille énormément et propose des solutions. Donc voilà tout ce qui a été mis en place en amont. Donc c'est ça là qui a fait la différence et qui a permis quand même à nos FDS de repousser ces djihadistes et ces éléments incontrôlés qui ont tenté de vouloir semer la panique au sein de la population, mais ils ne connaissent pas les Togolais, ils ne connaissent pas l'armée togolaise qui est très bien préparée, que ce soit psychologiquement, que ce soit matériellement, à pouvoir défendre son peuple. Et je dis encore une fois, je vais profiter de votre micro pour dire bravo à nos FDS
qu'elle continue dans ce sens et que la population est derrière elle. Et à la population de continuer par fournir les informations de signer. Lorsqu'ils voient des mouvements suspects, qu'ils ne tardent pas à alerter le poste de police le plus proche ou la gendarmerie est la plus proche pour qu'on puisse prendre les dispositions. Encore une fois, bravo à nos FDS, bravo à l'autorité suprême qui a su mettre cette vision en place. Et aujourd'hui, je vous disais la dernière fois, nous sommes enviés par rapport au calme qui règne. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, tout peut arriver, mais le fait que les autorités ont déjà pris les dispositions pour pouvoir mettre en place ces structures, je pense que c'est un pas. Alors, Abbas, rapidement, un ou deux mots par rapport à cette attaque. Je pense que le Togo était préparé par rapport à ça parce qu'il y avait une opération Kumego qui a été mise en place, Kundouare, pour bloquer, pour parer au plus pressé ces genres de situations. Bon, pour le moment, on ne parle pas de djihadistes ni de terroristes, on parle de bandes armées qui sont venues attaquer un village. Donc, on va sur les enquêtes voir si c'est vraiment les djihadistes ou bien c'est les terroristes qui sont venus. Dans tous les cas, c'est un signe. Peut-être que ils ont voulu tenter de voir ce qui se passe. Vous avez vu que le chef de l'État a effectué par deux fois, la visite aux forces de sécurité et de défense qui sont là-bas pour les galvaniser, pour dire soyez prêts à tout moment, parce que le Togo a déjà un contingent très fort. Notre pays est trop petit pour être attaqué comme ça, parce que le Togo et le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense, tout le monde a déjà mis les moyens pour que ces gens de choses-là n'arrivent pas au Togo. Parce que si les gens essaient même de rentrer, ils seront tout de suite neutralisés. Ils ont voulu tenter et ces bandes armées-là sont venues, mais ils ont vu comment la réaction, la foudre qui a été faite. Aujourd'hui, on a renforcé, c'est tout comme ce village a été maintenant quadrillé complètement par les forces de l'ordre. Pas seulement ce village, tout le contour de la frontière là. C'est quadrillé complètement. C'est tout comme il y a une sorte de couvre-feu dans cette zone. Déjà à 18h, les FDS demandent aux populations de rentrer chez elles. Donc tout est pris en ordre, tout est mis en ordre pour que rien ne puisse arriver au Togo. Merci à vous, Abbas Tchabouré. Merci à vous également de votre participation. Non, c'est moi qui te remercie, Anita. Moi, j'ai déploré quelque chose, ça, il faut que je le dise. Jusqu'alors, je n'ai pas vu un parti politique sortir un communiqué pour soutenir les FDS par rapport à leur bravoure. Permettez-moi de le dire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pour la couverture. Ce n'est pas le travail. Non, c'est pour toute la nation. Et moi, j'ai vu ailleurs, lorsque l'armée fait ce travail, les partis politiques, toute la population, quelle que soit son obédience, les gens réagissent. Je n'ai pas vu aucun parti politique ni la société civile se lever pour jeter les fleurs à nos FDS par rapport à le travail qui a été fait. Donc c'est quand même dommage. Ils sont préoccupés par l'affaire Omoulou peut-être. C'est quand même dommage qu'on en soit là. Omoulou, c'est une affaire qui concerne les arts. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.